Bienvenue à Planète Terre. À l'émission cette semaine, on parle de politique, d'abord de politique américaine. Barack Obama, prise 2. Il entame la deuxième moitié de son mandat, de son premier mandat, pense-t-il. Nous allons discuter de son positionnement politique avec notre expert invité Pierre Martin, spécialiste des questions américaines. Et ensuite, une entrevue prolongée sur les thèmes de la gauche et de la droite. Vous savez qu'on en discute beaucoup au Québec depuis quelques mois. Qu'est-ce que la gauche? Qu'est-ce que la droite? Les Québécois sont-ils plus à droite qu'à gauche ou inversement? Nous allons aller dans les origines de ces termes et dans son évolution dans le temps avec Alain Noël qui vient de coécrire avec Jean-Philippe Thérien un ouvrage justement sur l'histoire de la gauche et de la droite et l'évolution de ce concept à travers les âges. Mais après la pause, Barack Obama à l'orée de la deuxième moitié de son mandat. Nous sommes de retour pour parler d'actualité américaine et pour en parler avec moi, Pierre Martin. Pierre, merci d'être là. Bonjour. Pierre, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous dirigez la chaire d'études politiques et économiques américaines, une unité du Cérium, et vous avez publié Le système politique américain aux presses de l'Université de Montréal. Avec mon collègue Michel Fortman. Avec Michel Fortman, vous avez raison de le souligner. Et donc, vous suivez évidemment de près à la fois les tendances lourdes et l'actualité politique. On va essayer avec, pour nos auditeurs et téléspectateurs, de camper un peu la phase de l'administration Obama qui commence maintenant. Donc, c'est la deuxième moitié, puisqu'il y a eu des élections de mi-mandat en novembre qui ont été une catastrophe pour lui. Donc, le président est en situation difficile avec un congrès qui est à la Chambre des représentants majoritairement républicaine. Les républicains devront choisir un chef, un candidat présidentiel et dès maintenant, ça commence cette course larvée qui passera l'étape des primaires seulement dans un an. Mais aussi, on aurait pu penser que c'était un moment très difficile pour Obama, mais il n'est plus sur la défensive. Alors, dites-nous comment, à quelques jours de son prochain discours de l'État de la Nation, comment est situé politiquement Obama pour cette deuxième phase de son mandat? Obama se situe relativement bien. Sa position s'est améliorée au cours des quelques dernières semaines. Il faut dire que, pour situer encore les gens, vous parlez des phases de la présidence, on a quitté la phase des lendemains de l'élection et on arrive à la phase de la veille de la prochaine élection. Il y a juste deux phases en politique américaine. C'est juste après l'élection ou juste avant la suivante. Maintenant, en novembre, les démocrates ont subi une amère défaite. Donc, le Congrès, la Chambre des représentants est à majorité démocrate et la majorité a basculé dans des proportions historiques. Ça a été vraiment une défaite totale. Le président lui-même avait dit qu'il s'était fait laminer par le Parti républicain. Et donc, ça a énormément ajouté à la confiance des républicains avec l'ouverture de cette nouvelle session. Par contre, dans les semaines qui ont suivi, les États-Unis, il y a cette particularité qui existe à peu d'endroits ailleurs où, au lendemain d'une élection, la session se continue avec les élus précédents, avec ceux, même ceux qui se sont fait battre. C'est comme si, au lendemain d'une élection au Québec, les anciens élus de l'ancienne Assemblée nationale continuent à travailler pendant un mois et demi avant que les nouveaux arrivent. Exactement. Donc, pour le reste de l'année, pour le mois de novembre et décembre, les deux chambres étaient encore à majorité démocrate, quoique au Sénat, les républicains avaient suffisamment de contrôle pour bloquer des initiatives démocrates. Alors, dans cette situation-là, le président avait certaines forces et il les a exploitées vraiment au maximum, puisque ça lui a permis, par exemple, d'adopter certains des éléments de son programme qu'il n'avait pas pu adopter jusqu'alors. Mais il a dû faire pour ça un grand compromis, c'est-à-dire accepter de prolonger pour une période de 2 ans les coupures d'impôts qui avaient été mises en place par l'administration de son prédécesseur, Bush, pour tout le monde. Y compris les gens qui font plus de 250 000 par année. Y compris les multimillionnaires, y compris donc pour tout le monde, alors que les démocrates avaient promis
de conserver les coupures d'impôts pour tout le monde, sauf les 2 ou 3 % supérieurs. Alors, en échange de ce compromis très difficile, très mal perçu par la gauche du Parti démocrate, qu'est-ce que le président Obama a eu? C'est-à-dire qu'il a eu d'abord une extension des couvertures d'assurance chômage, qui était une priorité, puisque dans la situation actuelle, les niveaux de chômage sont très élevés aux États-Unis suite à la crise, et les républicains étaient tout à fait opposés à poursuivre la couverture d'assurance chômage, mais les démocrates ont pu prolonger les couvertures, et ça a été bien accepté. Alors qu'il y avait 1 million de chômeurs qui auraient perdu leur allocation et seraient tombés à la rue sans cette extension. Le taux de chômage, d'ailleurs, qui est supérieur aux États-Unis qu'il l'est au Canada. Et c'est une situation qui est presque du jamais vu au cours des dernières décennies. On a également un traité de réduction des armements stratégiques avec l'Union soviétique, pour lequel la plupart des républicains étaient d'accord. L'establishment politique étrangère républicain également était pas mal derrière le président, mais il y a beaucoup de républicains qui avaient manifesté des réserves justement pour se donner des outils stratégiques. De négociation. Donc ça a été ratifié. Ratifié, et également la fameuse politique « Don't ask, don't tell » qui ne permettait pas aux homosexuels de servir dans l'armée américaine de façon ouverte. Donc, c'est à condition de mentir essentiellement au sujet de leurs conditions, ils pouvaient servir, et dès que leurs conditions étaient révélées, ils devaient démissionner. C'était très controversé, mais l'appui de plusieurs républicains à ce renversement de politique montre que quand même les choses évoluent aux États-Unis et que même à droite, on n'est plus tout à fait aussi résistant au changement. Les responsables des forces armées y étaient favorables. Alors donc, M. Obama a terminé l'année avec un gros compromis sur les baisses d'impôts pour les plus riches, mais a réussi donc à obtenir ça. Et d'ailleurs, on a dit que ce président qui avait été mis sur la défensive avait réussi à être, Time a dit, the closer, celui qui réussit à faire la vente à la fin. Et là, il y a eu un autre événement depuis début janvier qui a aussi mis la droite sur la défensive, les républicains, ça a été l'attentat de Tucson. Alors, est-ce que, parce que il n'y a aucune preuve qui montre que l'assassin de Tucson avait été proche des thèses de la droite ou de Sarah Palin, mais immédiatement, le débat politique a pointé vers la rhétorique belliqueuse, guerrière, parfois liée aux armes, qui a été utilisée par la droite. Alors, quel impact est-ce que ça a eu sur l'élan, disons, des républicains? C'est-à-dire que ce débat va se poursuivre. Il va y avoir, on va compter, et ça a mis un frein à certaines des exagérations du discours républicain qui permettaient justement de maintenir l'enthousiasme de certains de leurs troupes, de leurs supporters les plus radicaux. Et donc, de ce point de vue-là, ça les met un peu sur la défensive, mais qu'ils aient été attaqués comme la cause de l'incident leur permet bizarrement de se poser comme victime. C'est ce que Sarah Palin a fait, par exemple, en publiant cette vidéo le jour même où le président a fait son discours, où elle se présente comme victime, mais généralement, ça a été reconnu comme étant plus ou moins malhabile de sa part. Elle l'a fait d'une façon assez gauche. Et donc, elle a, de l'avis de plusieurs, perdu des points. Par contre, elle a maintenu l'appui indéfectible de sa base. C'est ça qui est important pour elle, c'est de garder sa base, de rester au centre de l'attention. Alors ça, c'est pour Sarah Palin, mais il y a un autre personnage qui, lui, est en devant de scène, qui est John Boehner, qui est le président de la Chambre maintenant, le chef de la majorité républicaine, et qui, lui, a décidé de reporter d'une semaine le premier geste législatif important que les républicains devaient tenir, qui est ce vote sur dirait-on, la répudiation de la réforme Obama sur la santé. Alors, non, ils ont la majorité pour le voter, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que c'est un peu curieux parce qu'on leur a reproché leur rhétorique belliqueuse, et ce premier projet de loi qui était déjà au feuilleton avant les événements de Tucson s'appelle
l'abrogation de ce qu'ils appellent le Job Killing Act. Ouais, la loi meurtrière d'emploi. Exactement. Ouais. Un titre qui, en ce moment, il regrette, puis il y a plusieurs républicains qui regrettent un peu ce titre-là, puisque c'est une démonstration de leur langage un peu extrême. Alors donc, cette loi qui tient essentiellement en 2 pages vise à tout simplement effacer la loi de 2000 pages qui avait été passée par le Congrès et signée par le président au printemps passé. Maintenant, cette abrogation sera un geste purement symbolique puisque tous les républicains sont contre. Tous les républicains, donc, ont appuyé cette abrogation. Et seuls quelques démocrates très isolés qui avaient déjà auparavant clairement annoncé leur couleur, ont fait la même chose. Maintenant, donc, un vote très partisan, hyper partisan pour commencer, sans même débattre sur le fond vraiment de chacune des parties de la loi, que les républicains auraient pu être assez embarrassés de débattre, puisque depuis son passage au printemps dernier, il y a plusieurs éléments de la loi qui deviennent de plus en plus populaires ou de moins en moins populaires dans la population. Mais dans les faits, ils votent cette loi-là, mais la loi devrait être signée par le président pour avoir force de loi, et ça n'arrivera jamais. Elle devrait d'abord passer le Sénat. Le Sénat, majorité démocrate, ça n'arrivera pas. Donc, ça va mourir au feuilleton. Donc, c'est un geste politique. C'est un geste essentiellement symbolique, politique. Pourquoi le faire? Ils avaient promis à leurs supporters qu'ils allaient le faire. Ils l'ont fait. Passons à autre chose. Je vois. Les prochains, ce qui va vraiment occuper l'avant de la scène dans les quelques jours et semaines qui viennent seront des tentatives de faire des tout petits pas dans le sens de contrôle des armements, ne serait-ce que pour proposer une réponse symbolique minimale aux attentats de Tucson. Contrôle des armes à feu. Sur le contrôle des armes à feu. Mais là, on dit que le lobby des armes à feu est tellement puissant qu'il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des possibilités? Même les plus ardents défenseurs du contrôle des armes à feu l'admettent, la partie est perdue d'avance. Il pourrait y avoir un tout petit amendement du genre de permettre des magasins de 15 ou 20 balles plutôt que 30 ou 40 pour les fumises, les armes semi-automatiques. Pas une grosse différence. Rien. Alors donc, la vraie pomme de discorde viendra lorsqu'il faudra relever le maximum d'emprunt de l'État américain, parce que comme l'État américain est de plus en plus endetté, il faut que le plafond soit constamment relevé. Mais là, il y a des élus du Tea Party, donc de la droite du Parti républicain, qui ont dit, nous, on ne votera pas pour cette élévation du niveau de dette. Évidemment, dans les faits, s'ils ne votent pas pour l'élévation du niveau de dette, l'État ne peut pas fonctionner parce qu'il y a besoin de ces emprunts. Alors, quels seront les termes de ce débat? C'est-à-dire que les républicains de droite du Tea Party vont en profiter pour compter des points rhétoriques pour souligner l'ampleur de la dette et leur opposition de principe très forte. Par contre, il est clair pour tous ceux qui sont encore un peu en contact avec la réalité que les États-Unis n'ont pas le choix que de relever le plafond de la dette, puisque s'ils ne le font pas, le système financier international pourrait s'effondrer ou en tout cas... Sauf qu'ils ont le choix d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses. Ça, c'est le grand débat des prochaines semaines, des prochains mois. Comment répondre à cette promesse qu'on a faite, comment concrétiser la promesse qu'on a faite aux Américains de réduire le déficit, réduire les dépenses, mais surtout pas augmenter les impôts. Ça, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Wow. C'est déjà ce que les Américains appellent un non-starter. Il n'y a rien à faire. Par contre, la lutte va se faire du côté rhétorique. Les républicains vont tenter de tout faire pour mettre sur le dos des démocrates tous les mots. Mais ils sont majoritaires au Congrès, donc c'est à eux de proposer
des réductions de dépenses. C'est là où vraiment les gains qu'ils ont faits au cours des derniers mois ou des 2 ans où ils étaient en opposition pourraient commencer à s'effriter parce qu'ils vont devoir faire quelque chose, ils vont devoir proposer quelque chose de concret, ils vont devoir participer à la gouverne, ils vont devoir participer au gouvernement, ils sont la majorité en Chambre. Et donc, proposer de faire mal à quelqu'un, parce que dès qu'on coupe, il faut faire mal à quelqu'un. Alors, on verra comment ils se sortiront de cette difficulté. Et pour illustrer en musique cette discussion, vous avez choisi une page musicale qui renvoie au personnage de John Boehner, donc le leader républicain, parce qu'il a une caractéristique qui a beaucoup amusé les humoristes. Laquelle? C'est que John Boehner est un personnage très émotif, qui a tendance à se fondre en larmes pour un oui ou pour un non, disent certains, et les humoristes se paient sa tête à cause de ça, puisqu'il semble qu'il ne soit pas capable de mentionner quoi que ce soit de moindrement émotif sans pleurer à chaudes larmes. Alors, et on l'a vu dans une entrevue à 60 Minutes, il a pleuré lorsqu'il est devenu, le soir de l'élection de novembre, au moment où il a pris la présidence de la Chambre. Donc, c'est pas anecdotique, c'est systémique. Oui, ça, et même dès qu'il mentionne quoi que ce soit d'émotif, ses enfants, évidemment, au moment des événements de Tucson, les gens ont compris, mais il en a mis peut-être plus que ce que les clients demandaient. Oui. Alors, Lacey Gibson, qui est-elle et que chante-t-elle? Donc, Lacey Gibson, qui est-il? C'est un bluesman de Chicago. Ayant été résident de Chicago pendant plusieurs années, ça me fait toujours plaisir de présenter la musique de l'endroit qui chante Drown in My Own Tears, un classique du blues américain. Qui veut dire se noyer dans mes propres pleurs. Voilà. Et un petit clin d'œil au nouveau président de la Chambre. Pierre-Martin, merci beaucoup pour ces explications. C'est plaisir. Et on écoute, grâce à vous, Lacey Gibson qui chante Drown in My Own Tears. When I begin to realize I cried so much since you've been gone, and I'm almost drowning in my own tears. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Nous allons essayer de comprendre une des grandes dichotomies de l'histoire politique moderne et un peu ancienne, la gauche et la droite. Pourquoi est-ce qu'on essaie de catégoriser un très grand nombre de débats à travers ce prisme? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que ça s'estompe? Ou est-ce que ça revient? On en discute avec quelqu'un qui a coécrit un ouvrage sur le sujet, Alain Noël. Bonjour. Alain, merci d'être là. Alors, Alain Noël, vous êtes professeur de sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Donc, vous avez écrit avec notre collègue Jean-Philippe Thérien « La gauche et la droite, un débat sans frontières », un livre qui avait d'abord été publié en anglais. Rappelez-moi la presse. C'était Cambridge University Press de Cambridge. Alors, c'est extrêmement prisé comme éditeur. Donc, ça souligne également la qualité du travail qui a été fait. Et donc, auprès de l'Université de Montréal, la traduction. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'abord. La gauche et la droite, lorsqu'on n'a pas beaucoup de notions politiques, on se dit ce qui est droit est correct et ce qui est gauche est mal fait. Et vous dites, en citant un psychologue, Chris McManus, partout, sur tous les continents, dans toutes les cultures et à toutes les époques, la gauche et la droite ont été l'objet d'associations symboliques et toujours, la droite représentait le bien et la gauche le mal. Alors, comment est-ce qu'on est passé d'une représentation symbolique où il y avait un bon et un mauvais à faire en sorte qu'il y ait l'un et l'autre? Bon, mais d'abord, c'est sûr que cette représentation symbolique-là, elle est universelle parce que nous-mêmes, on est, d'ailleurs, c'est ce que McManus montre dans ses écrits, c'est qu'on est constitué de façon latérale. On a une gauche, une droite. C'est très important dans les manières. L'utilisation de la main droite, l'utilisation de la main gauche dans toutes les cultures. Et effectivement, et là, on va dire jusqu'au, disons, 19e siècle, dans le monde contemporain, la gauche était associée était une connotation négative et la droite positive. Et là, il y a toutes sortes de variantes. C'est que la gauche, c'est aussi
on disait croche, la droite c'est droit, évidemment. La gauche c'est aussi le féminin et la droite le masculin. La droite c'est le côté aussi de Dieu. En général, on disait dans toutes les grandes religions, là, on est à droite de Dieu si on fait partie des élus. Le chemin de droite dans le bouddhisme va vers le nirvana, etc. La gauche, c'est la damnation. Dans le langage aussi, dans la langue française, évidemment, il vaut mieux être à droite que gauche. Et puis en italien, la gauche, c'est la sinistra. La sinistra. On n'a pas besoin de t'expliquer que c'est pas très positif. Et donc, tout ça, donc dans les cultures du monde, on retrouve à peu près partout cette dichotomie et elle est de cet ordre-là. Donc, elle est négative. Et si bien que dans les régimes traditionnels, les monarchies, etc., le pouvoir était à droite. Et le peuple, les élites étaient à droite aussi, le peuple était à gauche, puisqu'il était du mauvais côté d'une certaine façon. Et en français, peut-être dans d'autres langues latines, le droit, la loi, c'est le droit. En anglais, law, bon, ça ne se rapproche pas de left ou right, mais we have the right to, on a le droit de. Les droits, effectivement, oui. On n'a pas les gauches de l'homme, on a les droits de l'homme. Effectivement. Et donc, cette notion-là, on peut comprendre que pour arriver au sens politique contemporain, il a fallu faire un renversement assez phénoménal de toute une symbolique qui était très importante dans la vie des gens. Et ce renversement-là est arrivé en premier lieu avec, on peut dire, avec la Révolution française. C'est là que ça devient très manifeste. Et on comprend si, évidemment, la Révolution française, c'est le peuple c'est la rue, dans le fond, qui prend le pouvoir, qui déplace le roi et les élites. Donc, c'est une lutte de classe qui met en scène le peuple. Et donc, c'est la gauche, le peuple, qui s'affirme. Et donc, déjà, on a, pendant la Révolution française, cette possibilité-là, mais elle ne s'exprime pas dans ces termes-là immédiatement. Alors, c'est ça, vous racontez comment le terme même gauche a pu être accolé à ceux qui demandaient le plus de changements, alors que la droite était ceux qui résistaient à ces changements. Alors, comment ça se fait concrètement? Bien là, c'est ça, il y a presque, en tout cas, l'histoire que l'on connaît relève presque du hasard, d'une certaine façon, mais ça ne doit pas être un hasard, en fait, c'est probablement... L'Assemblée nationale est convoquée, les députés se réunissent, qui sont un mélange d'aristocrates puis de bourgeois, etc. Et au départ, tous ces gens-là... présente une palette d'opinions sur ce qu'il faut faire, les mesures à prendre, etc. Mais très rapidement, le débat se polarise, en gros, entre les partisans soit du statu quo ou au moins de la monarchie, d'une sorte de monarchie constitutionnelle, dans le fond, la voie un peu britannique, et ceux qui veulent aller plus loin et favorisent la République. Et là, physiquement, dans la salle de l'Assemblée nationale, au début, ils sont mélangés. Ils sont un peu partout, c'est ça. Ils sont par ordre régional ou alphabétique ou autrement, mais il n'y a pas de distinction politique dans l'agencement des sièges. Les sièges ne sont pas attribués. Mais ça va finir par changer. Vous savez, quand nous, on enseigne, on voit les étudiants, puis on a tous été étudiants un jour, on arrive dans une classe, on dit, tiens, je vais m'asseoir là. Puis après ça, d'un cours à l'autre, on se rassoit toujours à la même place parce que c'est une espèce d'économie cognitive. Là, on dit, bon, ben c'est ma place. Ou c'est ma case au vestiaire quand je vais faire l'exercice, etc. On prend toujours un peu les mêmes places. Donc, c'est probablement quelque chose comme ça qui se passait à l'Assemblée nationale. Sauf que là, les débats étant très houleux, les gens qui étaient, notamment les partisans du statu quo, étaient véritablement remis en question et ils étaient houspillés constamment par les tenants du changement plus radical, si bien que graduellement, on a des témoignages de ça, des gens qui disent, des aristocrates qui disent la situation devenait intenable et en dépit de ma volonté de résister, j'ai fini par aller m'asseoir avec les gens qui pensent comme moi. Et donc, graduellement, l'Assemblée nationale s'est comme installée dans une position droite-gauche, de facto, si on veut. Ceci étant dit, ça se passait à l'Assemblée nationale et non pas dans le... Il n'y avait pas conscience de ça tout à fait dans le public en général. Et en France, dans le débat public, c'était beaucoup aussi des symboliques de couleurs, les blancs, les rouges. D'ailleurs, maintenant, quand on
on voit les révolutions démocratiques contemporaines, souvent, les révolutions se donnent une couleur Oui. Ou même une essence, on pourrait dire, le cèdre au Liban ou le jasmin en Tunisie, etc. Donc, il y avait ça aussi en France, le blanc et le rouge. Graduellement, cette notion-là de gauche et droite va se répandre dans le débat politique. Et avec la montée du socialisme, ça va devenir la notion la plus utile. Non, mais il y a un moment où les députés qui sont assis à gauche vont finir par utiliser le mot gauche comme synonyme de leur famille politique. Oui, parce que là, ils se reconnaissent entre eux. Et en plus, l'avantage, par rapport aux couleurs, par exemple, l'avantage de la droite et de la gauche, c'est que ça permet des positionnements plus ou moins loin à gauche, plus ou moins loin à droite, si bien que des gens qui, par exemple, dans l'Assemblée nationale française, se situent, c'est des républicains, se situent d'abord à gauche, mais à un moment donné, avec la montée du socialisme, ils disent ça, c'est trop pour eux, parce que c'est aussi des libéraux. Et là, on va dire, mais ces gens-là, dans le fond, sont vraiment à droite. Et donc, la gauche va être repoussée. Il y a une espèce il y a un terme dans la politique française, c'est la droite est repoussée, ou une certaine gauche est repoussée vers la droite. En tout cas, il y a des positionnements qui se font comme ça. Des glissements selon l'époque et selon le débat. Alors, ce que vous expliquez dans le livre de façon très, très claire, c'est que la première grande bataille de la gauche contre la droite, c'est la bataille de l'égalité dans la représentation, c'est-à-dire de la démocratie. Il faut que ce ne soit pas seulement les propriétaires qui votent, et ensuite pas seulement les hommes, puis ensuite pas seulement les blancs. Et donc, dans toute cette première phase, c'est la recherche de l'égalité face au pouvoir, où la droite subit des reculs, finalement. La droite perd la totalité de ce combat-là en Occident. Et lorsque ce combat est terminé, donc tout le monde a droit de vote, la droite et la gauche se repositionnent sur le type d'égalité. Parlez-nous un peu de ça. Puis, juste avant d'arriver à ce type d'égalité, c'est que là, il y a un lien avec la vieille notion de droite et de gauche, hein, parce que on avait dit la droite, c'est le côté de l'aristocratie, la gauche, c'est le côté du peuple. Donc, le monde se démocratise. Et donc, le bon côté, c'est le côté qui était croche, c'est le côté du peuple. Oui. Et donc, et là, c'est Jean Laponce, qui est un politologue canadien, qui disait qu'il y a eu une inversion symbolique absolument phénoménale un mot qui était synonyme de tout ce qu'il y avait de plus mauvais, devient soudainement porteur de la légitimité. Et là, la droite est sur la défensive parce que la démocratie, dans le fond, c'est le pouvoir du peuple et la gauche représente cette montée-là. OK, donc la première victoire, dans la première étape, c'est la victoire de la gauche, donc de l'égalité, de l'accès, de la généralisation de la démocratie. Oui, et c'est pas encore planétaire, mais on comprend, c'est ça. Ouais. C'est que c'est une étape que l'on n'a pas encore complètement traversée. Parce que, bon, on sait très bien qu'il y a évidemment une grande partie de la planète qui n'a pas encore accès à la démocratie. Et même à l'intérieur des démocraties, bon, par exemple, le droit de vote des femmes, ça fait pas si longtemps que c'est établi. Et par exemple, on peut même aller plus loin. Aux États-Unis, par exemple, si vous faites de la prison, vous perdez dans plusieurs États, vous perdez votre droit de vote. Donc, la bataille sur le droit de vote est très avancée, disons, mais elle n'est pas terminée. Mais donc, le pôle dominant du débat gauche-droite, il y a un moment où la droite est pour l'égalité de vote, donc que chacun ait le droit de vote, et donc se déplace sur un autre plan. Et vous avez plusieurs façons de le définir. Vous dites, face à l'organisation de la société, la droite est pessimiste, la gauche est optimiste, mais vous dites aussi, la droite est satisfaite et la gauche est déçue. Oui, ça nous a pris il a fallu qu'on discute un peu pour arriver à éclairer ça. Là. Mais ce qui arrive, c'est que la droite, évidemment, la droite et la gauche contemporaine, on l'a compris, là, sont aussi un peu des enfants de la démocratie. C'est-à-dire que la droite ne demeurera pas non plus la droite monarchiste. Il y aura toujours une composante de la droite qui va être nostalgique, peut-être des régimes autoritaires, etc. On a vu récemment aussi en Haïti, par exemple, les Duvalier ont encore la famille Duvalier a encore des nostalgiques, des gens qui disent « Ah, c'était le bon temps dans le fond. » Donc ça va exister, mais l'essentiel de la droite va entériner le choix démocratique, va accepter l'idée que chaque citoyen, que le peuple est au pouvoir, que chaque citoyen est égal, et donc cette notion d'égalité
qui est à la base de la démocratie contemporaine, parce que dans une société féodale, disons, ou traditionnelle, on est inégaux non seulement de fait, mais de droit. Donc, il est normal que les aristocrates soient les aristocrates parce qu'ils sont nés aristocrates. Voilà. La démocratie dit nous sommes tous égaux en droit, et ça, là-dessus, la droite et la gauche démocratique sont en accord. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, souvent, on va parler des différences, mais il y a un socle commun à la droite et la gauche démocratique. Donc, on s'entend là-dessus, mais la gauche pousse un cran plus loin, une fois qu'on a établi le droit de vote, disons, et les droits des citoyens, c'est qu'on se dit, puisque nous sommes tous égaux, il n'est pas normal que nous acceptions de vivre dans des conditions aussi inégales. Ça, c'est la gauche qui dit ça. La gauche, oui, c'est ça. C'est qu'on dit il faut dépasser l'égalité formelle des droits et du droit de vote et des droits citoyens et atteindre un minimum d'égalité réelle dans les conditions de vie qui seul peut permettre la véritable démocratie. Pour pouvoir être un citoyen éclairé, il faut aussi être éduqué, il faut être en santé, il faut bien manger, etc. Il faut avoir une vie décente. Ça, c'est à la fois le côté utopique, c'est le projet de la gauche, mais Exactement. Ce qui fait en sorte qu'ils sont déçus puisqu'on n'y est pas, on n'y est jamais parfaitement. Oui, mais là-dessus, la droite démocratique répond, c'est un beau rêve, c'est très légitime, on aimerait ça nous aussi, si tout le monde était plus égal, mais notre société est dure, le monde est un monde de compétition, chacun doit gagner son pain, et il ne faut pas trop jouer avec les lois de la nature. Et c'est là qu'on arrive à la question dont on parlait tout à l'heure, de l'optimisme et du pessimisme. C'est-à-dire que c'est par rapport à la nature humaine, fondamentalement. Ceux qui connaissent un petit peu les antécédents de la philosophie politique, on pourrait dire, là, c'est Thomas Hobbes d'un côté et Jean-Jacques Rousseau de l'autre, donc deux philosophes du 18e siècle, un Britannique, un Français. Thomas Hobbes, pour résumer la chose très simplement, Thomas Hobbes est très marqué par les guerres civiles anglaises, et Thomas Hobbes écrit dans le Léviathan, « L'homme est un loup pour l'homme ». Et il faut se prémunir, et ça nous prend un gouvernement fort pour nous protéger de la violence d'autrui. Et dans la nature, on s'entretue. Donc ça, c'est la vision de Thomas Hobbes, qui est fondatrice pour la droite, parce que ce que ça veut dire, c'est que le monde est dangereux et il faut être prudent. On comprend, on peut voir là venir les prisons. Pourquoi les gens de droite sont d'accord pour investir dans les prisons. Et je vais juste compléter, si je comprends bien votre logique, Alain Noël. Donc, si on a réussi à démocratiser, à avoir des lois, etc., on a fait beaucoup. Exact. On est satisfait d'avoir réussi ça. Et on croit qu'il est illusoire, sinon contre-productif, d'essayer d'aller plus loin. On est d'autant plus satisfait qu'on pense que fondamentalement, l'homme est dur pour l'homme, le monde est cruel. Et donc, on pourrait être tellement plus mal pris. Et donc, on se dit finalement, compte tenu de la nature humaine, on se débrouille pas mal. Donc ça, c'est à droite. À gauche, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui fait un portrait complètement différent de l'homme dans l'état de nature, qui dit, Jean-Jacques Rousseau dit, dans l'état de nature, l'homme était bon pour les autres, bien intentionné. C'est la société qui le corrompt. Et donc, il y a quelqu'un un jour qui a installé une clôture et qui a dit, ce territoire est à moi. Quand il a fait ça, nos malheurs ont commencé. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et c'est évidemment la pensée de la gauche. Et ce que ça veut dire, c'est que, et c'est là l'optimisme de la gauche, c'est que dans le fond, la nature humaine est bonne. Même un criminel devrait pouvoir être réhabilité, réinséré dans la société, parce que tout le monde veut bien faire. Chacun a une histoire à raconter, chacun a un parcours personnel, et il faut être à l'écoute des autres. Et donc, il faut construire nos institutions mieux, et c'est pour ça que la gauche est insatisfaite, parce qu'elle dit, on pourrait tellement mieux faire si on s'organisait collectivement mieux. Et donc, la gauche dit, dans le fond, mise sur l'action collective pour dire, ensemble, on peut faire mieux, alors que la droite dit, si on essaie trop d'améliorer les choses, on risque de détériorer les mécanismes sociaux, puis on va finir par faire pire. Ouais. Et donc, gardons les choses en place. Alors, il y a une chose que ce n'est pas, la dichotomie gauche-droite, écrivez-vous avec Jean-Philippe Thérien, ce n'est pas l'un autoritaire et l'autre plus permissif et démocratique, dans le cas démocratique contemporain, parce qu'il y a eu à droite le fascisme, à gauche le communisme, et il y a à droite des démocraties, il y a à gauche des démocraties. Donc, l'autoritarisme n'est pas lié à l'une ou l'autre de ces idéologies.
historiquement, dans certains contextes spécifiques, les partisans de l'autoritarisme peuvent être plus nombreux à droite ou à gauche, dépendant des contextes. Là. Mais effectivement, pour résumer la chose, on a Staline et on a Hitler. Donc, on peut trouver des dérives autoritaires et même criminelles des deux côtés. Puis on a des populistes aussi. On a Perón en Argentine, un populiste de gauche, puis on a Berlusconi en Italie, un populiste de droite. Plus récemment, Hugo Chavez, qui est aussi... exactement. Donc, on trouve... les amis de la démocratie ne sont pas tous dans un camp. C'est-à-dire que la montée de la gauche contemporaine a été liée à l'avènement de la démocratie, mais il y a également des dérives des deux côtés. Vous vous attardez à essayer de quantifier la répartition gauche-droite dans les opinions publiques et vous arrivez à une conclusion que finalement, il y a légèrement plus de gens à droite qu'à gauche dans le monde. Ça, c'est ce que la plupart des gens qui ont regardé la question trouvent aussi. L'objectif premier de notre survol un peu des sondages, là, c'était d'établir qu'on n'est pas ici devant une notion purement occidentale, européenne même, mais que c'est une compréhension du monde qui est largement universelle. C'est sûr que c'est plus vrai quand même des pays démocratiques. Il y a un apprentissage du langage de la gauche et de la droite qui vient avec la démocratie. Donc, dans les pays, il y a un sondage qui avait été fait au Vietnam, par exemple, où tout le monde était à droite. Puis là, on comprend que c'est parce que, dans le fond, on était un petit peu sur une vieille notion de la droite. Là. Mais pourquoi les Vietnamiens s'identifiaient à la droite? Ben là, c'est... Les Vietnamiens aussi, tous les Vietnamiens sondés dans ce sondage-là disent que le gouvernement fait du très bon travail. D'accord. Donc, je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a un problème. C'est le 20e sondage sur 20, celui qu'il ne faut pas lire. Il y a des militants de la démocratie à l'extérieur du Vietnam qui ont dit, mais tout ça, ça ne veut rien dire, finalement. Donc, mais dans l'ensemble, effectivement, on retrouve un peu plus de gens à droite, probablement parce que c'est le côté du statu quo. D'autre part aussi, parce qu'il y a un lien aussi entre les attitudes politiques et la religiosité. Donc, les gens qui sont en général plus religieux se situent un peu plus à droite. Donc, c'est ce qu'on trouve un peu partout dans le monde. Mais ce qu'on voulait surtout voir, nous, c'est le fait que partout dans le monde, on retrouve... Quand on demande aux gens « Où êtes-vous sur l'échelle gauche-droite ?», les gens sont capables de répondre à cette question-là. Et quand ils y répondent, une fois qu'on connaît leur réponse à cette question-là, ça prédit très bien leur attitude par rapport à l'égalité, au rôle de l'État, par rapport même à des questions moins directement liées à l'égalité, là, mais qui sont l'attitude par rapport, par exemple, à l'homosexualité, à l'avortement, donc des questions sociales. Et même, on a vu les valeurs que l'on devrait promouvoir dans l'éducation des enfants. Ça, c'est la position gauche-droite prédit si vous êtes plutôt favorable à miser sur la discipline, par exemple, ou sur l'imagination et l'autonomie. Donc, on voit aussi là, on comprend qu'il y a des liens aussi avec, dans le fond, on partait de Hobbes et Rousseau tout à l'heure, c'est relié aussi. Alain Noël, on fait une petite pause et on revient tout de suite. Et pendant la pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de gauche récente, Paul Piché, un chansonnier engagé qui, dans son dernier album, a composé une chanson qui dit « Arrêtez l'exploitation, arrêtez la pollution ». C'est clair que Paul Piché est un enfant de Rousseau. Alors, on revient après la pause, après Paul Piché. Fasse beau, qu'il fasse gris, emmène une fleur pour la planter dans la peur. Dessine dans ta main la main d'un autre humain, arrêtez-la. Alors, on est de retour avec Alain Noël, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, et on parle du livre qu'il a coécrit avec Jean-Philippe Thérien, La gauche et la droite, un débat sans frontières. Et on garde Alain avec nous un peu plus longtemps parce que comme on parle beaucoup de gauche et de droite au Québec récemment, avec la montée de Liberté Québec, un groupe un peu libertarien, peut-être un nouveau parti qui serait créé au centre droit ou à la gauche efficace, on ne sait plus trop.
Est-ce que vous pensez, je vais vous poser cette question sur le Québec, est-ce que vous pensez que ceux qui disent que la question nationale au Québec a occulté les notions de gauche et de droite, et c'est ce qui fait que dans un sondage récent, il y avait 35% des gens qui ne pouvaient pas dire s'ils étaient de gauche et de droite, ce qui est plus important que dans vos autres sondages, qui montraient qu'il y avait juste une vingtaine de pourcents qui ne le savaient pas ou qui refusaient de répondre. Est-ce que vous pensez que, donc, il n'y a pas de tradition aussi forte au Québec qu'ailleurs sur la gauche et la droite? C'est-à-dire que c'est sûr que la question nationale a un peu brouillé les cartes, hein, ou occulté le débat. C'est-à-dire qu'il était là, il est toujours là, mais il est passé un peu discrètement. Il a été caché, dans le fond, par la question, l'opposition fédéraliste-souverainiste qui a dominé le débat politique au Québec. Et Bernard Landry, je pense que c'est Bernard Landry qui disait souvent, la souveraineté, c'est ni de gauche ni de droite, c'est par en avant. Et donc, les souverainistes ont essayé de rallier, de ratisser large, de créer des alliances et pour la souveraineté, donc de dépasser, si on veut, cette opposition-là. Ceci étant dit, dans les faits, si on regarde la construction, comment le Québec s'est construit depuis la Révolution tranquille, le Québec, et d'ailleurs les Lucides l'ont déploré là, dans le manifeste des Lucides, le Québec s'est construit principalement, de deux façons. D'abord, dans une quête d'autonomie par rapport à Ottawa. Donc là, il y a la question nationale qui a joué. En dehors de la question des référendums, tous les partis présents à l'Assemblée nationale ont cherché à positionner le Québec comme étant un gouvernement le plus proche possible d'un gouvernement national pour les Québécois, aussi autonome, jaloux de ses prérogatives, de ses budgets, etc. Donc ça, c'est un aspect. L'autre question, c'est que ça a été également, et ça c'est l'histoire de la Révolution tranquille, ça a été une quête d'égalité. D'égalité notamment pour les francophones qui étaient inférieurs dans leur propre pays, non seulement au Canada. Les francophones étaient non seulement défavorisés au Canada, mais même à l'intérieur du Québec. Les revenus, le nombre 1960. de postes de direction, voilà. La langue de travail. Et il ne suffisait pas d'apprendre l'anglais. Donc, un francophone bilingue en 1960 était statistiquement plus pauvre qu'un anglophone unilingue. Donc, ce n'était pas seulement une question de compétences linguistiques. Là, il y avait une hiérarchie sociale construite autour de la langue. Donc, un des grands combats de la Révolution tranquille, outre la question de l'autonomie gouvernementale, ça a été de créer cette égalité pour les Québécois. Ça s'est fait de toutes sortes de façons, par des lois linguistiques, par un investissement massif en éducation, par une utilisation de l'État. Et on comprend que tout ça, même si ça s'est fait dans le langage des enjeux Canada-Québec, c'était également une quête d'égalité. Et dans ce sens-là, c'était un combat de gauche. Et René Lévesque, par exemple, était de cette façon-là très clairement un homme de gauche qui mettait de l'avant une conception différente de l'organisation de la société québécoise. À cause de ça, le Québec, sans avoir un parti social-démocrate affirmé, le Parti québécois l'est un peu, mais le Québec s'est donné une culture qui est essentiellement une culture de centre-gauche, où on valorise plus que les autres Nord-Américains l'intervention de l'État. Quand on demande dans les sondages qu'est-ce que vous pensez de l'égalité, les Québécois en général sont favorables plus à une société égalitaire, sont plus d'accord que le gouvernement intervienne pour maintenir l'égalité, sont plus favorables à la redistribution. Et on le voit encore aujourd'hui, on a une loi contre la pauvreté et l'exclusion sociale, on a des politiques familiales qui sont plus généreuses qu'ailleurs au Canada ou en Amérique du Nord. Et donc, le modèle québécois, ça a été beaucoup un modèle social-démocrate, dans le fond. Et si bien que le débat national a en partie occulté la division droite-gauche, mais elle a toujours été là quand même. Et en fait, donc, ça a été une convergence. Le combat national, puisque c'était une quête d'identité, a imprimé cette culture de gauche dans l'électorat québécois. Et on regarde... Et ce qu'on doit dire aussi, c'est que les enjeux nationaux peuvent s'exprimer par la droite ou par la gauche, parce que les Flamands... On va faire exactement le lien tout de suite après. Donc, parce que je regarde ce sondage où on a demandé aux Québécois de s'auto-identifier de gauche et de droite. Donc, ils n'étaient pas habitués. Le tiers d'entre eux disaient « je ne sais pas », mais parmi ceux qui ont osé une réponse, il y a quand même 31% qui ont dit à gauche et 27% qui ont dit à droite. Donc, une légère pluralité à gauche, ce qui est l'inverse de ce que vous avez trouvé dans l'ensemble des sociétés. Oui, c'est ça. Évidemment, là, il y a une grande variation d'un pays à l'autre. Et il y a un pays où la répartition... Alors, vous avez montré que lorsqu'on demande aux gens de s'auto-positionner, 1 étant la droite et 5 étant la gauche, ou 10 étant la gauche, beaucoup de gens choisissent le centre.
Hein? Donc, un très grand pôle de centre. Et effectivement, dans ce sondage aussi, il y a beaucoup plus de gens choisissaient le centre-gauche et le centre-droit. Le centre lui-même n'avait pas été proposé. Évidemment, on propose le centre aux Québécois, ils vont tous s'y jeter. Les partis aussi ont tendance à aller là. Oui, tout à fait, parce que c'est là qu'il y a une pluralité d'électeurs. Mais vous avez montré qu'il y a un pays, Israël, où il y a une proportionnelle complète, c'est-à-dire que les gens votent pour un parti et il n'y a pas de deuxième tour, il n'y a pas de tamis. Et là, les Israéliens se sont auto-identifiés de façon beaucoup plus répartie sur l'axe gauche-droite, comme s'ils étaient confortables de s'y mettre plutôt que d'aller tous vers le centre. Si on prend, on se représente visuellement le choix de gauche à droite sur une échelle de 1 à 10, puis on regarde la distribution des gens, un peu partout, ça va faire une distribution normale, donc la courbe de Bell. Et en Israël, avec une pointe au milieu, oui. Puis ça descend à peu près égal de chaque bord. En Israël, c'est plus aplati. Et c'est clair que c'est un effet du système électoral, c'est-à-dire qu'il est possible en Israël de voter à peu près pour la variante qui vous plaît, puis cette variante-là va être représentée au Parlement. Et donc, on peut penser que si on avait un système proportionnel ou plus proche du proportionnel au Québec, les gens le choix politique se modifierait un peu. Les gens, par exemple, qui se disent « Ah, ben moi, je suis plutôt Québec solidaire, mais si je vote pour Québec solidaire, j'enlève un vote au Parti québécois, etc. » Ces arbitrages-là seraient moins nécessaires et donc les gens se répartiraient un peu plus. Tout à fait. Alors, nationalisme, il y a beaucoup de gens qui ont dit le nationalisme, c'est une idée de droite. L'identité, d'insister sur l'identité, c'est une idée de droite. Alors, vous travaillez beaucoup sur ce mythe-là dans le livre en disant pas nécessairement, et en fait, vous répondez ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend de... Dans le fond, ça, c'est un autre leitmotiv dans le livre, c'est que nos catégories sociales et politiques sont construites. C'est nous qui les construisons. Et collectivement, on construit les idées de façon cohérente en fonction de notre contexte, de nos combats. Et selon les époques, selon les lieux, le nationalisme, qui est dans le fond associé à l'identité, va se fondre avec, va s'installer à différents endroits sur le spectre gauche-droite. Le nationalisme flamand, par exemple, en Belgique, est un nationalisme de droite. Les Catalans, comme les Québécois, ont un nationalisme plutôt de gauche. Maintenant, mais pas nécessairement dans les années 30. Mais les Flamands, en quoi est-ce que c'est un nationalisme de droite plutôt que de gauche? Bien, c'est-à-dire que les nationalistes flamands sont également moins en faveur de l'État-providence, moins en faveur de la redistribution, plus sceptiques aussi par rapport à l'immigration, etc. Donc, ils retrouvent des thèmes. Et le nationalisme flamand est porté par des partis plutôt à droite. Et donc, le nationalisme... parce que dans le fond, on pourrait mettre ça comme ça pour dire les choses simplement, c'est que l'identité nationale, en fait, c'est mon ami Camille Bouchard qui m'avait, à un moment donné, fait cette remarque-là. Il dit, ce qui relève de l'identité, Camille, c'est un psychologue, c'est le domaine des émotions. Et Camille me disait, l'axe gauche-droite, c'est le domaine de la raison. Et donc, on peut faire 2 grilles comme ça, puis on aurait toutes les positions possibles. Et donc, le nationalisme a existé dans toutes sortes de variantes. En général, le nationalisme des petits peuples, des petites nations, est porteur d'une revendication d'égalité. Et donc, il se loge plus aisément à gauche. À gauche. Mais il y a aussi, donc vous citez un auteur qui fait la distinction entre le nationalisme d'émancipation, qui est le nationalisme d'accès à l'égalité, et le nationalisme prédateur, qui est le nationalisme d'exclusion, le nationalisme raciste, le nationalisme qui veut conserver des privilèges pour une majorité au détriment d'une minorité, par exemple. Ben voilà, c'est un peu aussi la distinction de nationalisme majoritaire-minoritaire. Il faut faire attention avec ça, parce que aussi, c'est sûr qu'on a tendance à trouver notre nationalisme bon et celui des autres moins bon. Oui. Là, mais... Alors, vous dites, vous répondez à une question qui est posée constamment. Qui est de dire, bon, ben, gauche-droite, ce sont des notions qui sont obsolètes, c'est des vieilles notions, ça sent les luttes ouvrières des années 30, c'était peut-être une bonne chose à cette époque-là, puis maintenant, ce n'est plus le cas. Et en fait, dans votre récit, parce que vous attaquez à une tâche colossale, vous écrivez l'histoire politique, enfin, en synthèse depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, en montrant comment la gauche et la droite se sont réincarnées à travers tous ces débats, la guerre, l'après-guerre, et vous dites, oui, il y a eu un moment de convergence entre la droite et la gauche dans les années de 75 à la fin des années 90, mais ce moment-là est déjà passé. Alors pour vous, est-ce que donc c'est obsolète, c'est pas obsolète,
En tout cas, nous, on dit que le débat droite-gauche, il est très durable, mais ce qui est aussi très durable, c'est l'industrie qui consiste à dire que c'est dépassé. C'est-à-dire qu'à toutes les époques, on ne l'a pas relevé tout le temps, mais il y a des gens qui vont dire, bon, ben c'est fini, ça. Puis la notion, par exemple, de troisième voie, c'est une notion qui est ressortie plusieurs fois sous différentes formes, parce qu'on dit toujours, ben on va trouver autre chose. Même à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, les fascistes en Europe disaient, nous, on n'est ni de droite ni de gauche, on est ailleurs, c'est autre chose qu'on représente. Et donc, on a voulu régulièrement passer au-delà de ce débat-là, mais on y revient toujours. Et encore aujourd'hui, bon, justement, la troisième voie plus contemporaine. Tony Blair. Anthony Giddens et tout ça. Giddens a reconnu dans ses écrits plus récents que tout l'argumentaire de la troisième voie était une façon de pousser un peu pour le renouvellement, notamment du Parti travailliste britannique, mais que dans le fond, ça a toujours été une politique de gauche. Donc, vous dites finalement, à travers toutes ces incarnations différentes, le dire que quelque chose est à gauche ou à droite, c'est une monnaie de référence. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, on en a peu parlé jusqu'à maintenant, mais c'est également une monnaie de référence à l'échelle internationale. C'est-à-dire que, bon, d'abord, ça nous permet de nous parler entre nous. Hein, on se comprend, on voit un peu où logent les gens. D'organiser notre pensée. D'organiser nos idées, de voir, supposons que vous ne savez pas trop quoi penser du libre-échange ou des gaz de schiste. Vous pouvez toujours aller voir un peu votre famille politique. Les experts de votre famille politique, vous pouvez dire, ben, ils ont à peu près mes valeurs, donc je vais me fier à leur jugement là-dessus. Donc, ça nous aide, c'est un outil, dans le fond, de connaissance pour simplifier un peu la réalité. Par ailleurs, ça nous aide aussi à nous situer ça nous aide à nous situer dans le temps, c'est-à-dire qu'on voit que nos débats actuels sont le prolongement ou la continuation de luttes qui ont été faites dans le passé. Et ça nous aide à nous situer dans l'espace parce que ça nous permet de dire, bien, nous, par exemple, moi, comme je comprends la politique au Québec, au Canada, si je vais en France, si je vais aux États-Unis, mais les gens dont je suis proche, c'est eux. Donc, on reconnaît sa famille politique au-delà des frontières. Et au-delà des frontières et au-delà des qualificatifs de comment on les appelle exactement et au-delà des débats proprement nationaux là, que chaque pays a, on va se reconnaître donc à l'extérieur. Et un autre aspect du livre qui est plus, je dirais, probablement controversé parce que ce qu'on voulait montrer aussi dans le livre, c'est que dans les relations internationales à proprement parler, donc, dans les débats à l'intérieur des grandes organisations internationales, des Nations unies, de la Banque mondiale, etc., on retrouve ces débats-là aussi. C'est-à-dire que les débats internationaux, ce que les experts en études internationales, d'habitude, ne voient pas tellement, sont également modulés par le discours ou les catégories de la droite et de la gauche. D'ailleurs, vous dites, et c'est Jean-Philippe Terrien qui travaille beaucoup sur ce sujet, qu'il y a des organisations internationales de droite, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, et il y a des organisations internationales de gauche, l'Organisation internationale du travail ou le Programme des Nations unies pour le développement. Ou les Nations unies elles-mêmes qui sont plutôt campées à gauche dans la plupart des débats. Et que ces organisations, lorsqu'elles dialoguent entre elles, représentent le débat gauche-droite au niveau international. On peut le retrouver, en tout cas, on retrouve les catégories. D'ailleurs, même, tantôt on parlait de la troisième voie, de Tony Blair et tout ça, on a retrouvé des échos de ça dans les débats internationaux, tout comme on avait aussi, dans les années 80, avec la montée de Reagan-Thatcher, on retrouvait à l'échelle internationale des débats qui étaient finalement pas si différents sur la remise en question du rôle de l'État, l'ajustement structurel imposé aux pays du tiers-monde, etc. Et donc, les grands débats internationaux sont en phase avec nos débats nationaux qui eux-mêmes sont organisés autour des catégories gauche-droite. Alain Noël, merci beaucoup pour avoir éclairci les deux hémisphères de nos cerveaux, la gauche et la droite. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, « La gauche et la droite, un débat sans frontières » aux presses de l'Université de Montréal. C'est co-écrit avec Jean-Philippe Terrien. Et puis, on va terminer avec un chanteur de droite et une chanson de droite. J'ai pensé vous proposer Michel Sardou, qui est un chanteur français bien connu, qui a chanté une chanson qui n'est pas, disons, candidate à des concours de la meilleure chanson. Les chansons politiques, c'est difficile. Puis peut-être
plus à droite qu'à gauche, mais c'est peut-être mon biais personnel qui le dit, de rendre vraiment intéressante une chanson de droite, mais c'est une chanson dans laquelle il s'en prend aux droits acquis. Alors, c'est difficile d'inscrire dans les paroles d'une chanson, de dire qu'il faut abolir les droits acquis. C'est pas le thème le plus poétique. Mais non, mais écoutez, Michel Sardou a le mérite de s'y être attaqué, alors on l'écoute nous dire en chanson les mérites des revendications de la droite. Alain, encore merci. Merci. Parce que celle-là, c'est chacun pour soi. Parlons si fraternité, d'où que tu viennes, bienvenue chez moi. En sachant qu'il faut respecter ceux qui sont venus longtemps avant toi. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes sur le site cerium.ca. Également, vous pouvez retrouver les liens vers les livres dont on a parlé, également les biographies des personnes qui vous ont expliqué leur science aujourd'hui. Je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Charlène Ricard et Ognia Guerguiev, et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.